Christophe Carré, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Bonjour, c'est un plaisir. Alors, Merci vous à vous. êtes auteur et conférencier spécialisé dans la relation et notamment les règlements du conflit, le règlement des conflits et les dysfonctionnements dans la relation. C'est exactement ça. Ça fait un moment, une vingtaine d'années à peu près que je travaille sur ces questions de relations parce que j'ai eu différents événements évidemment dans mon existence qui m'ont fait prendre conscience que la relation, c'était pas quelque chose de limpide, qu'on pouvait pas échanger des messages et puis que les autres les entendent aussi simplement qu'on le voudrait. Et ouais, c'est une passion et je me suis plus particulièrement intéressé effectivement aux questions de désordre, aux conflits, aux incompréhensions, aux malentendus, à la manipulation, enfin voilà, tout ce qui fait que la relation finalement est pas aussi limpide, aussi claire qu'un torrent qui dévale la montagne. N'est pas forcément aussi facile qu'on l'imagine a priori. Alors, C'est qu'est-ce vrai. qui vous a amené à vous intéresser et à vous passionner justement pour la relation? Alors j'ai fait des études de communication. Et tout de suite, j'ai été séduit par tout le mouvement de Palo Alto, la systémique, enfin comprendre finalement que c'est pas juste une question d'émetteur ou de récepteur, c'est que c'est une question aussi qui passe beaucoup par l'émotionnel. On n'est pas juste là en train d'échanger des contenus rationnels. On est aussi en train d'échanger de la présence, de l'écoute. Euh, et je me suis aperçu que c'était pas aussi évident que ça. Je me suis aperçu effectivement que tout était système, que il n'y avait pas juste une mise en présence et que s'il y avait tout un tas de dysfonctionnements, que ça soit dans la vie privée, dans la vie professionnelle, dans la vie étudiante. Donc j'ai repris des études sur le tard. Hein. J'avais cette envie comme ça puisque j'ai un premier épisode de vie où j'étais enseignant. Voilà, j'ai travaillé avec des tout petits de maternelle qui, eux, au fond, n'ont pas beaucoup de problèmes de relations de communication puisqu'ils sont pas coincés par tout un tas de croyances, de valeurs, de préjugés, de jugements. Ils sont assez naturels. Donc j'ai fait effectivement, j'ai enseigné à des tout petits, j'ai enseigné à des lycéens, j'ai enseigné à des enfants de l'école élémentaire. Et donc, je me suis intéressé à la question de la communication, l'information, la communication. C'est vrai que c'est une question qui est devenue essentielle aujourd'hui, hein, parce que l'information, c'est aujourd'hui, il faut tout savoir. Enfin, il y a un tel déversement, un tel flot d'informations et on a tellement, enfin, peur d'en manquer une, on ne sait pas ce qu'on en fera, que le cerveau finit par être totalement submergé par tout ça et à plus savoir quoi faire, plus savoir faire le tri. Hein, et ce qui ouvre justement la porte à toutes les manipulations, à tous les automatismes, parce que quand vous recevez des milliards d'informations, quand tout vous abreuve et que vous n'êtes plus en mesure de retenir celles qui vont vous être utiles, eh bien finalement vous êtes complètement perdu et complètement manipulable. Oui, C'est tout vrai à que ces fait. questions de manipulation, voilà, ça m'a très vite, hein, ça m'a aussi intéressé puisque bon, c'est la psychologie sociale qui étudie ces questions de manipulation depuis bientôt 100 ans, une centaine d'années. Votre cheval de bataille aujourd'hui, c'est la manipulation. En tout cas, vous avez sorti un livre très récemment qui s'appelle La manipulation au quotidien, aux éditions Erol. Donc, la repérer, la déjouer, en faire bon usage. Alors, j'ai lu, en lisant votre bouquin, j'ai vu que vous preniez un petit peu le contre-pied de ce que tout le monde dit aujourd'hui au niveau de la manipulation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, aujourd'hui, beaucoup de personnes font de la manipulation, beaucoup d'auteurs, hein, notamment, font de la manipulation une entreprise diabolique, perverse, où on a d'un côté le méchant manipulateur et le pauvre manipulé. Hein, c'est très en vogue. Enfin, en tout cas, on peut lire pas mal de choses là-dessus. Et effectivement, la manipulation, du point de vue de la psychologie sociale, c'est quelque chose qui est étudié depuis bientôt 100 ans et qui n'est pas aussi dramatique qu'on pourrait le croire. En fait, il y a plusieurs formes de manipulation et toutes les manipulations ne sont pas intentionnelles, elles ne sont pas méchantes. C'est pas pour faire du mal à l'autre. Et souvent, la manipulation, c'est aussi la meilleure chose, le meilleur moyen qu'une personne trouve à un moment ou à un autre pour se sortir d'une situation. Hein. Souvent, beaucoup de manipulations sont dues à des maladresses
ou à des ignorances. On ne sait pas comment faire autrement. On a peur d'affronter éventuellement un refus. On a peur d'entrer dans la relation et de se dire que l'autre peut être blessé si on lui dit les choses directement. Et donc, c'est plus simple et parfois plus économique de le manipuler, hein. Alors la manipulation, qu'est-ce que c'est? Finalement, si on veut définir la manipulation, c'est un procédé qui consiste à faire en sorte qu'une personne dise, fasse ou pense quelque chose qu'elle n'aurait pas fait, dit ou pensé si la personne qui manipule n'était pas intervenue. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire que la manipulation n'est pas forcément négative. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de manipulation, avec l'actualité, on pense immédiatement au harceleur, à la manipulation perverse. Et vous, vous catégorisez justement, vous n'êtes pas le seul, mais enfin, vous avez créé trois, quatre, je crois, Quatre, catégories, ouais, ouais, la manipulation en quatre catégories ouais, qui ouais. sont la Alors, manipulation bienveillante, c'est ça? il y a la manipulation bienveillante, mais bon, celle-là, on peut en parler peut-être un peu plus tard. La première forme de manipulation, celle qui me paraît la plus importante, c'est la manipulation par maladresse ou par ignorance. Mhm. Je pense qu'on oublie beaucoup ce côté de la manipulation et bien souvent, la manipulation montre que la personne n'est pas compétente pour s'exprimer différemment et qu'elle est obligée d'utiliser des moyens détournés pour obtenir ce qu'elle veut parce qu'elle a peur, effectivement, on vient de le dire, d'affronter le regard de l'autre, d'essuyer un refus, enfin voilà. Donc Vous ça, c'est avez la des première. exemples à donner pour illustrer ça? Bah, je sais pas, un enfant, par exemple, un jeune qui a besoin enfin, qui aimerait sortir avec ses copains, qui va raconter un bobard à ses parents pour obtenir l'autorisation, ou bien encore qui va se rendre très utile à la maison, qui va passer l'aspirateur dans toute la maison avant de demander. Alors ça, c'est de la grosse manipulation, c'est de la grosse ficelle. Mais si vous voulez, c'est tout simplement parce que, soit parce qu'il a peur d'essuyer un refus, que les parents disent non, si c'est pour aller dans une surprise party, que les parents sont pas très chauds pour ça, soit parfois c'est pour protéger aussi le parent, parce qu'il y a aussi une manipulation par protection, c'est-à-dire que, et on n'en parle pas beaucoup non plus, c'est une forme de manipulation finalement où j'ai peur de te faire de la peine, j'ai peur de te dire les choses en face parce que je sais que ta réaction émotionnellement, elle va être très forte, je sais que tu vas mal le vivre. Du coup, je te manipule parce que c'est plus doux, parce qu'il y a un côté assez doux aussi dans la manipulation, hein. Et la manipulation, d'ailleurs, fonctionne d'autant mieux que la personne qui est manipulée a le sentiment d'agir en toute liberté, d'avoir fait elle-même ce choix, hein. C'est la manipulation, les manipulations les plus performantes, c'est les manipulations dont on ne se rend pas compte. Mm. Donc ça, c'est finalement cette manipulation par incompétence, on va dire par maladresse, par ignorance, c'est une première forme de manipulation. Après, il y a une deuxième forme de manipulation, c'est la manipulation intéressée. Finalement, c'est la manipulation de la société de consommation. C'est j'ai besoin de vous vendre une cuisine, donc voilà, je vais utiliser tout un tas d'outils, tout un tas de techniques pour vous amener à acheter cette cuisine. Ça, c'est la manipulation intéressée. En fait, elle n'est pas vraiment méchante, elle est centrée sur mes besoins, mes intérêts, hein. C'est pour satisfaire, voilà, pour vous vendre cette cuisine, pour obtenir ce que je veux, sans vous le demander directement. Il n'y a pas d'intention négative, il n'y a pas d'intention, je ne souhaite pas vous faire du mal. Mais l'enfant qui utilise un moyen détourné pour demander une autorisation qu'il n'aurait pas s'il n'utilisait pas ce moyen-là, quelque part, c'est aussi parce que c'est intéressé, parce qu'il veut aller à cette sortie, etc. Donc voilà, la manipulation intéressée, elle est centrée sur moi, sur ce que je veux, sur ce que je recherche. Et puis, à la limite, on ne prend pas trop en compte l'autre, ni le désagrément que ça peut lui causer, hein. C'est vrai que c'est une forme manipulatoire qui est complètement dans le cadre de la société de consommation, en fait, hein, où la manipulation est quand même présente à peu près à tous les coins de rue. On fait grand cas de la manipulation interpersonnelle, donc les gens qui se manipulent entre eux, les pervers narcissiques, enfin toutes les personnes qu'on pointe, qu'on montre du doigt, alors qu'on est dans un monde qui est complètement manipulatoire. Vous retrouvez la manipulation à tous les échelons, que ce soit dans le secteur économique, dans le marketing, dans la publicité, dans le monde politique. Enfin, donc si vous voulez, société un peu schizophrène ou schizophrénique,
Parce que il y a ces deux pôles là qui sont très présents, c'est-à-dire à la fois quand ça concerne les relations entre les gens, on a fait euh, quelque chose de très dramatique, de très diabolique de la manipulation, et puis à la fois vous ne pouvez pas sortir de chez vous sans qu'on essaie de vous vendre de vous vendre un produit, de vous vanter les mérites d'un shampoing ou autre, donc c'est un peu paradoxal. Mais on va parler tout à l'heure de ce qui crée justement la méfiance et ce rejet qu'on a du terme manipulation, parce qu'aujourd'hui, on a Mhm. vraiment l'impression que c'est un terme à ne, c'est vraiment voilà, on a envie de sortir des crucifix et des gousses d'ail dès Oui, qu'on parle ah, de vente, de marketing, de manipulation. Enfin bon, c'est quelque chose de terrible. Alors, on en était au deuxième type oui, de manipulation. Donc, on a vu la maladresse, la manipulation par maladresse, c'est des petits mensonges, c'est des choses qu'on aimerait faire. La manipulation intéressée parce qu'on veut obtenir quelque chose. Donc, ouais, peut-être le jeune qui a, mais ça, vendre une voiture, on a parlé de la vente, mais ça peut être aussi, j'ai envie de séduire quelqu'un, donc je vais me vêtir de mes plus beaux atours, je vais me oui, mettre oui, oui, en avant. Donc, ouais. effectivement, là, on n'est pas du tout dans la méchanceté. On n'est pas dans une Mhm, mauvaise mhm. intention. Elle peut être intéressée aussi parce que j'ai besoin d'aide pour, je ne sais pas quoi, moi, faire des cartons et déménager. Je Oui, rembourse mes oui, oui, copains. voilà. Voilà, je vais essayer de faire ça ou pas, de biaiser ma demande. Et on va en parler tout à l'heure justement de la manière dont on devrait formuler pour préserver la relation et ne Ah, pas ah, ah. entrer et éviter d'entrer dans la manipulation. Quel est le troisième type de manipulation? Alors, la manipulation méchante, la manipulation perverse, celle dont tout le monde parle, c'est alors le pervers narcissique pour les psychanalystes, hein, puisque bon, c'est quand même une invention de la psychanalyse, la perversion narcissique dont on fait grand cas en ce moment. Enfin, on se demande si c'est une génération spontanée, mais on va bientôt croiser des pervers narcissiques à tous les coins de rue. Bon, moi, j'ai fait de la médiation conjugale pendant plusieurs années et je me suis aperçu que finalement, peu ou prou, 9 personnes sur 10 étaient, enfin 9 hommes sur 10, hein, parce que c'est plus masculin, étaient pointés par leurs anciennes compagnes ou anciennes épouses comme des manipulateurs pervers, hein, pervers narcissiques, hein. Mmh. C'est-à-dire que maintenant, il y a une sorte de banalisation, si vous voulez, très dangereuse, à mon avis, du pervers narcissique. Alors, avec des chiffres qui sortent, on ne sait pas trop d'où, hein, en fonction des auteurs. Alors, on va vous dire qu'il y en a 10%, d'autres vont vous dire qu'il y en a 5%, d'autres que c'est seulement 1 ou 2%. On est dans un fonctionnement, finalement, où il y a d'un côté les méchants, d'un côté les gentils, d'un côté les pervers, d'un côté les victimes où, à mon avis, on n'avance pas beaucoup parce que je ne crois pas que ça soit toujours la justice qui puisse apporter des solutions, parce que je ne crois pas que le fait de se positionner en tant que victime, ça n'ait beaucoup fait avancer les relations entre les gens, parce qu'on s'aperçoit que les personnes qui tombent sur les pervers, alors là je sais que je vais me faire incendier, mais c'est un peu toujours les mêmes. Vous avez d'autres personnes qui fréquentent ces gens-là et qui, pour autant, ne sont pas manipulées à un degré de méchanceté tel qu'on pourrait qualifier ça de perversion. Donc il y a un danger, si vous voulez, à toujours pointer et mettre des étiquettes sur les gens, des adjectifs, le pervers narcissique, etc. Pour moi, c'est excessivement dangereux. Pour moi, il y a un certain nombre d'auteurs, de thérapeutes, de psychanalystes qui portent une lourde responsabilité par rapport à ça. Voilà. Donc ça, c'était la troisième forme de manipulation, la manipulation méchante, hein, qui vise en fait à détruire l'autre, à en faire un objet, à l'utiliser, à avoir une emprise sur lui. Moi, je pense qu'elle est assez rare, somme toute assez rare, parce que les autres types de manipulation sont beaucoup plus fréquents. Et puis enfin, quatrième forme de manipulation, ce que j'appelle la manipulation bienveillante, hein, c'est celle qui profite finalement à la personne qui est manipulée. Euh, c'est dans son intérêt, c'est pour servir sa santé, son équilibre. Alors on me dit souvent oui, bon, la bonne intention qui s'intéresse aux autres, c'est encore une forme de manipulation, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on fait si vous avez une personne qui se met en danger, si vous avez votre enfant qui part en ayant bu trop d'alcool, qui part en voiture et que vous utilisez un subterfuge pour l'empêcher de prendre la route, est-ce que c'est une manipulation, voilà, où il faut laisser chacun prendre ses responsabilités? Il y a tout un discours sur la responsabilité aussi.
Moi, je pense quand on est en relation avec quelqu'un, on est aussi responsable de lui. On est responsable de sa grand-mère qui ne veut pas boire en plein été et on peut utiliser des petits subterfuges, des petites manœuvres pour l'aider à boire sans l'agresser directement. Donc parfois, la manipulation, eh bien, elle peut être douce, elle peut être bienveillante, elle peut être centrée sur la personne qu'on manipule. Et ça, c'est aussi un côté qui apparaît assez peu, puisque le mot manipulation est tellement connoté négativement, c'est tellement le truc qui est destiné à détruire, à faire mal, qu'on oublie tout le reste finalement. Et on met Oui. tout le monde dans le même panier. Si vous voulez, je crois que la manipulation, elle est partout présente, tout le temps, même avec les gens qu'on aime, même dans la séduction, même avec ses enfants. Je crois que c'est même finalement quelque chose de très humain. Donc, moi, j'engage les gens à avoir une réflexion plus consciente sur leur façon de communiquer, sur leur relation avec les autres. Mais on y reviendra peut-être. On a un peu l'impression que l'autre est un prédateur potentiel et qu'on fait naître, alors on va y revenir tout à l'heure, et qu'on fait naître de la méfiance, de la défiance dans l'esprit des gens. Ouais, Là, la question que je voudrais poser, c'est déjà par rapport justement à ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous dites que les psys ont un grand rôle à jouer, sont responsables de beaucoup de choses. C'est vrai que pour qu'il y ait un manipulateur, il faut qu'il y ait une manipulée ou un manipulé, parce que le manipulateur, ça ouais, peut être aussi une manipulatrice, hein. Le pervers narcissique, ça peut aussi être une perverse narcissique. ouais, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui se sentent manipulés? Alors, enfin, qui sont clairement manipulés, à des femmes qui ont été rabaissées, brisées, cassées dans leur vie. mhm. Comment est-ce que ça a pu arriver? Mon discours, effectivement, par rapport aux manipulateurs pervers, aux pervers narcissiques, puisque finalement, c'est à peu près la même chose, ne signifie pas que ça n'existe pas. Vous faites bien de le souligner. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. C'est vrai que quand on prend les critères, finalement, on peut se dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui peuvent rentrer dans les cases. Et puis, même si on a l'honnêteté de se regarder soi-même et de faire un peu d'auto-analyse, on pourrait voir aussi que peut-être parfois on a un côté pervers et un côté narcissique. Sachant d'ailleurs quand même que dans le tableau clinique du pervers, il y a déjà le narcissisme qui figure, hein. Donc c'est vrai que le pervers narcissique, c'est un peu le pervers narcissique plus, on va dire, hein. C'est-à-dire essentiellement centré sur lui. Alors vous disiez donc pourquoi finalement ça s'installe, comment tout ça arrive. Alors, je pense que les manipulateurs pervers utilisent finalement vos propres automatismes. C'est-à-dire qu'ils observent comment vous fonctionnez, ils observent quelles sont vos failles, ce qui a pu vous manquer dans le regard des autres, dans la reconnaissance, tout ce que vous avez construit depuis votre petite enfance, tout un tas d'attitudes, de comportements qui finalement lui permettent de déceler que vous êtes une personne fragile, en tout cas qu'il va pouvoir actionner, manipuler. Et c'est un travail qui dure souvent sur le long terme, hein, avec tout un tas de stratégies, comme par exemple trouver des ressemblances. On est allé dans la même école, on a les mêmes goûts, on partage les mêmes valeurs. Et puis après, une entreprise de séduction, et puis après, déstabilisation. Enfin, tout ce qu'on peut lire sur le pervers narcissique, finalement, ce qui alterne le chaud et le froid, qui est ou très gentil ou pas du tout gentil. Voilà. Je pense qu'il y a finalement quelque chose qui s'installe dans la relation, un type de relation particulier où finalement la victime euh, euh, contribue, si vous voulez, à sa manipulation. Alors je sais que je me fais souvent incendier quand je dis ça, parce que on a aujourd'hui une image de la victime. On est dans une société où on protège, où on pense protéger les victimes en les aidant à manifester, à parler. Parfois, je pense que la meilleure aide qu'on pourrait apporter, c'est finalement à sortir de ce statut de victime. En donnant les clés, en donnant les moyens. Sauf que quand on a instauré un modèle relationnel depuis des années, qu'on fonctionne comme ça, ben c'est plus difficile. Ça demande plus de temps, puis ça demande une longue réflexion, un accompagnement, une aide de quelque nature que ce soit. Ça demande euh, un travail. Et le travail, c'est souvent de la souffrance aussi, parce qu'il va falloir aller gratter un petit peu plus loin que
utilisez simplement ces outils qu'on vous donne en vous disant l'assertivité, vas-y, te laisse pas faire, mais dis-lui. C'est pas... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, ces personnes sont tellement dans la souffrance qu'elles conçoivent, elles perçoivent que quelque chose fonctionne pas, et puis elles ont pas, finalement, on leur donne souvent pas les bons outils. Non, Hein. elles n'ont pas les bons outils et surtout, effectivement, elles sont seules. Les victimes Ouais, de pervers narcissiques se retrouvent seules à un moment donné, puisque le manipulateur narcissique l'a complètement euh, isolé, fermé, ouais, ouais. fermé de l'extérieur. Et comme il a joué sur les faiblesses et les fragilités de sa victime, si j'ai bien compris, le pervers narcissique ou le manipulateur narcissique, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment d'empathie et qui ne fait les choses que pour lui, pour son narcissisme, que pour flatter son ego. Oui, mais Et aussi, pardon, il y a aussi le côté destruction, c'est-à-dire que c'est pas seulement pour lui, parce qu'on serait plus dans une forme de manipulation intéressée, mais il y a aussi pour posséder la personne finalement, pour éliminer le côté subjectif et rester sur un objet, sur quelque chose que je peux utiliser, prendre, jeter. Vous voyez, il y a quelque chose qui relève un peu de la consommation de l'autre là-dedans. Donc effectivement, vous avez raison, il y a aussi tout une stratégie d'isolement qui doit mettre la puce à l'oreille. Et puis du côté des victimes aussi, il y a parfois cette croyance ou cette naïveté ou finalement cette forme de prétention que le pervers narcissique va changer avec moi, il va devenir quelqu'un d'autre parce qu'il m'aime, il me l'a dit. Donc, vous voyez, il y a une forme de responsabilité. Alors, encore une fois, quand je dis ça, enfin, ça choque beaucoup de personnes. Mais il y a évidemment une co-responsabilité de la personne qui est victime d'un pervers narcissique. alors, je dirais, pour vraiment expliquer le terme, parce que souvent, quand on parle de responsabilité, de prendre 100% de la responsabilité de sa vie, les personnes entendent faute. Alors, on est bien d'accord qu'on ne parle pas de faute. On n'est pas toujours responsable de ce qui nous arrive. En revanche, on est responsable de ce qu'on en fait, mais on ne parle pas Ouais. de faute ou d'erreur. On parle simplement de, voilà, il m'arrive quelque chose, il se passe un événement dans mon existence. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce Mhm. que je l'accepte ou est-ce que je le transforme? Est-ce que je le refuse? Mais on est, à un moment donné, on est confronté à un choix et on ne parle que de la responsabilité du choix. On ne Oui, parle puis pas de faire la un, faute. bien sûr, oui, vous avez raison. Et puis faire un choix, c'est pas facile. Et puis c'est vrai que on a beaucoup de réticence au changement. C'est compliqué le changement. La relation, c'est sécurisant. Même une relation de mauvaise qualité, quelque part, c'est sécurisant parce qu'au moins on se sent en présence de quelqu'un, même si cette personne est hautement destructrice. Il y a des signes qui pourraient les mettre, enfin leur faire comprendre qu'elles sont dans une relation qui est mauvaise pour elles, des signes y compris d'ailleurs physiques, hein, puisque très souvent c'est le corps qui parle avant que l'esprit comprenne ce qui se passe. Mais ces gens finalement se disent, enfin, veulent préserver la relation. Alors effectivement, on est beaucoup dans la culture de la faute, de j'ai mal agi, ou ce que j'ai, je le mérite, ou j'aurais pas dû faire ça, si je l'ai énervé, je l'ai mis en colère, etc. Et encore une fois, à mon avis, une mauvaise compréhension des relations humaines et de leur fonctionnement. En fait, personne n'est dépendant de personne. Enfin, dans l'absolu, chaque individu est singulier, libre, sauf que souvent, à cause de son histoire, à cause de son passé, à cause de ses croyances, à cause de tout un tas de phénomènes souvent qui sont des automatismes, bah, il se met dans des choses pas bonnes pour lui. Et effectivement, bah, il y a plusieurs signes qui sont, et c'est très bien décrit par contre dans les ouvrages qui traitent de la perversion narcissique. Il ne faut pas non plus tout jeter, dire que c'est très bien décrit. Effectivement, l'isolement, couper les personnes de leur relation, tout ça, c'est des indicateurs qui sont précieux. Hein. Alors, c'est Sentir. extrêmement précieux. Après, il faut aussi que les personnes qui sont victimes de manipulation sachent quoi en faire de ces conseils. Parce qu'on a vu que le manipulateur allait donc isoler la personne. Et on Mhm. sait aussi qu'il vaut mieux avoir une relation mauvaise, en tout cas des signes de reconnaissance, hein, ce qu'on appelle en PNL, Ouais, ouais, de ouais. reconnaissance négative que pas de signe du tout. À partir du moment où une personne se sent qu'à un moment donné, quelque chose ne va pas. Alors là, j'aurais envie de dire, quelque chose qui ne va pas, c'est quand on vous a isolé, quand on est méchant avec vous, que vous ne vous Mhm. respectez plus. Déjà, c'est un mauvais signe. Déjà. Mhm. Donc peut-être se faire aider d'une manière ou d'une autre,
arrêter de vouloir sauver l'autre, se dire que Mmh. finalement, la seule personne qu'on ait envie de sauver, c'est soi, Mmh. et que l'autre, ben, c'est son histoire. Ça paraît extrêmement égoïste, ce que je suis en train de dire. Et pour autant, c'est important de l'être à un moment donné et de se retrouver, de se reconnecter, de se respecter, de s'aimer. Mmh. Et pour ça, est-ce qu'il faut, selon vous, est-ce qu'il faut être aidé? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut mettre en œuvre, ou est-ce que vous engagez la personne à aller voir un psy, un coach, un thérapeute, des copains, des copines, la famille? Effectivement, le choix de la personne qui va accompagner, parce que je pense qu'effectivement l'accompagnement est, très souvent souhaitable. Il faut bien choisir la personne qui vous accompagne. Il ne faut pas que ça soit quelqu'un qui vous dise ce que vous avez à faire, mais quelqu'un qui vous amène à comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, donc qui reconstruise avec vous le fil de l'histoire, qui vous aide à vous reprendre finalement en considération, qui vous aide à revenir à vous. Et c'est un métier très, très compliqué. Parce que c'est difficile, hein. D'ailleurs, ça me fait penser à Christine Angot. Vous savez, Christine Angot, à l'émission de Riquet, qui s'est fait un peu incendier quand elle a reçu Sandrine Rousseau, justement, sur la question du viol, etc. Mais elle disait quelque chose de très juste, à mon avis. Elle disait c'est extrêmement compliqué, difficile d'écouter, et d'écouter vraiment. Sans soi avoir envie d'évaluer, de juger, de donner des conseils. Et dès qu'on est dans ces formes-là, finalement, de conseils, d'orientation, et qu'on n'aide pas la personne en l'écoutant vraiment et en l'accompagnant, en l'aidant à formuler ce qu'elle veut vraiment pour elle-même, finalement, en l'aidant à être responsable, autonome, enfin, finalement, on le ferait peut-être pour un enfant, quoi, qu'on essaie de faire grandir. Eh bien, si on tombe pas sur cet accompagnement-là, souvent, ça va pas forcément fonctionner, il me semble. En tout cas, bon, je suis pas, encore une fois, vous savez, moi, je parle en mon nom, là, je maîtrise pas la vérité non plus, hein, mais il me semble un véritable accompagnement, voilà, c'est un accompagnement qui est non jugeant, qui est non évaluant. C'est un accompagnement où effectivement on parlait de prendre par la main. Ah oui, je te prends par la main. Mais oui, Je mais parce t'écoute. on parle de la relation, et la relation, c'est ce que dit Jacques Salomé, on prend soin de la relation qui nous unit. Tout à fait. Donc on n'essaye pas de sauver l'autre, mais on prend soin de la relation. Éventuellement, on peut prendre soin de soi aussi. Mais Bien donc sûr. l'accompagnant va pouvoir, qu'il soit thérapeute, coach ou Médiateur aussi. médiateur, Mhm. absolument, va amener l'autre à prendre conscience de ses fragilités. Mhm. Et c'est quand la personne va, est-ce que je traduis bien ce que vous voulez dire, quand la personne va avoir pris conscience de ses fragilités et de ce qu'elle met en œuvre et de sa part de responsabilité, c'est-à-dire pas de faute encore une fois, mais dans le Mhm. fait qu'elle a laissé une faille, elle a laissé rentrer l'autre à un moment donné. Puis elle a nourri cette relation. Elle aussi, elle la nourrit, si vous voulez, puisque s'il n'y a effectivement pas de personne pour répondre en face, personne pour alimenter, personne pour faire fonctionner finalement la mécanique de la perversion narcissique, ça ne fonctionne pas. En fait, on a juste une baudruche. Voilà. Donc, c'est cette compréhension-là. Alors, ça me fait penser aussi que, à mon avis, il y a aussi beaucoup à chercher du côté de la thérapie narrative. C'est-à-dire, en fait, les gens qui vous accompagnent, mais en revenant à votre histoire, en vous faisant regarder tout votre parcours et en vous faisant changer d'angle, regarder les choses différemment, en vous faisant comprendre. Parce que très souvent, il y a la perversion narcissique, l'amour, la séduction, tout ça, c'est complètement mélangé. Donc, si vous voulez, il y a vraiment. Alors, je dis pas qu'il faut prendre pour 15 ans de thérapie non plus, mais il y a quand même quelque chose à aller chercher assez loin dans l'histoire, dans la compréhension de soi, de ses fonctionnements, de ses maladresses, de ses soumissions, hein, de ses soumissions consenties d'ailleurs, très souvent. Oui, Parce que malheureusement, voilà, c'est un peu, on revient un peu à la Boétie, mais il y a une forme de soumission et très souvent, on est tous soumis à une vie sociale, à un système commercial, à une vie économique. Enfin bon, on est soumis à plein de choses, à un système politique. Mais là, c'est prendre conscience finalement de cette soumission qui est destructrice, et pour ça, ben, revenir, être lucide. Finalement, revenir à soi, c'est faire preuve de lucidité, de conscience, regarder les indicateurs, observer. euh, voilà. mm, Moi, je pense que l'accompagnement, il est très souvent nécessaire. ouais, C'est l'accompagnement, parce que
la fuite est pas toujours possible, hein. Je pense par exemple à une personne avec qui j'ai échangé récemment sur une mère manipulatrice perverse avec sa fille. C'est compliqué parce qu'il y a toute la famille, il y a tout le cercle familial, hein, qui est là, un lieu hautement manipulatoire. La famille, c'est sans doute un des endroits, c'est pas forcément celui qu'on imagine, mais c'est un des endroits où la manipulation, sous toutes ses formes, est la plus présente. Bref, tout ça pour en revenir au fait que la rupture n'est pas toujours évidente, notamment avec la famille. Hein, parce que si vous aimez, dans le cas de cette personne, elle adorait son père, avec qui elle avait de très bonnes relations, et comment faire pour rompre avec une maman perverse, manipulatrice perverse, tout en gardant le lien avec son père. Vous voyez, c'est compliqué. Donc, je pense que là, l'aide, elle est indispensable. D'accord. Bon, en l'occurrence, elle a rompu complètement avec toute sa famille. Mais bon. On parlait tout à l'heure de la relation. Mmh. Donc c'est un jeu on parlait du triangle, non, on n'en a pas parlé encore, mais de sortir en fait du triangle de Karpman, du triangle dramatique. Mmh mh. On a parlé du sauveur, de ce Mmh. comportement de sauveur qu'on a tous plus ou moins, quelque part caché, où on a envie de sauver l'autre parce qu'il va il nous aime, il l'a dit, donc voilà, donc c'est sûrement vrai. Donc comment est-ce qu'on fait pour sortir justement de ce triangle et de ce jeu qui est malsain? Oui, et puis, parfois les rôles alternent, hein. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas du manipulateur pervers, pour revenir à lui, il est capable à la fois d'être victime, à la fois d'être, persécuteur, enfin bourreau, et puis, sauveur, hein. C'est-à-dire que lui, il est capable d'alterner les 3 tableaux, et je crois que globalement, on est un peu tous pareils. Enfin, je pense que ce triangle, heu justement nommé dramatique, parce que c'est ce qui effectivement détruit un certain nombre de relations. Parce que tant qu'on nourrit le jeu, effectivement, ce qu'on disait à l'instant, tant que le jeu est nourri par les protagonistes, bah, ça fonctionne. À partir du moment où il y en a un qui sort du jeu, ou qui dit, ou qui n'endosse plus son rôle, ou qui n'a plus envie finalement de se faire aider par le sauveur, parce qu'on peut aussi être fatigué par ce côté j'ai toujours besoin d'un autre, j'ai besoin d'un tiers accompagnant, j'ai besoin. Il y a aussi quelque chose de très sain, de très naturel à retrouver soi, son équilibre, et à dire je ne rentre plus là-dedans. Alors Je qu'est-ce que ne vous suis... proposez justement dans le dysfonctionnement de la relation et dans le règlement des conflits? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, pour moi, ce qui est essentiel, on l'a un peu dit tout à l'heure, c'est la lucidité, c'est l'observation. C'est ensuite, écoutez-moi ce que ça me dit, ce que mon corps me dit. Vous avez, chaque fois que vous êtes dans une entreprise euh, toxique, une relation négative, enfin des choses, vous le sentez, en fait. Et plus vous allez vous entraîner à le ressentir ça, plus vous allez avoir ce ressenti fréquemment. C'est-à-dire que quand quelque chose ne colle pas, vous avez au niveau du ventre, en tout cas chez moi ça se passe au niveau du ventre, mais je me dis là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Là, donc vous avez cette lucidité dont on parlait tout à l'heure, cette conscience finalement de la relation, conscience de la communication. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui est en train de résonner? Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place? Et à quel jeu je suis en train de jouer? Il serait difficile d'observer parce que très souvent, ça nécessite, si vous voulez, de débrancher un peu ce côté automatisme, pilotage automatique, hein, qu'on a très souvent, qui est alors la clé de toute manipulation. C'est pourquoi je suis manipulé, c'est parce que je laisse fonctionner mon pilote automatique, finalement, parce que l'autre sait que quand il va stimuler, avoir telle attitude, tel comportement, stimuler telle émotion, il sait que automatiquement, je vais avoir cette réponse-là. Mais la personne qui va au bureau avec la boule au ventre, donc voilà, elle le sent, elle va à son bureau, elle a la boule au ventre, elle sait, peut-être qu'elle sait pourquoi. Elle sait que c'est à cause du collègue qui va lui dire que, de son chef qui va lui dire que, qui va être traité comme ci, comme ça, etc., qu'il y a une mauvaise ambiance, vraiment. Quelle que soit la raison, elle écoute son corps, elle le sent. Quel choix elle a? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, bon, il y a la question de lucidité, il y a la question de l'écoute de ce qui apparaît au niveau du corps, hein, parce que c'est quand même le siège des émotions, c'est-à-dire ça dit toujours quelque chose, effectivement, la boule au ventre, c'est symptomatique. Et après, ce qui est très important, c'est l'action. C'est-à-dire, je ne reste pas sans rien faire, mais je ne fais pas des actions désordonnées euh, qui pourraient, à la limite, me porter préjudice. C'est-à-dire que j'agis en lucidité, en conscience, en ayant bien conscience de mes ressentis,
hein, qu'est-ce qui se passe? Euh, Après, une fois que j'ai réglé ces questions-là, que finalement je suis revenu à moi, encore une fois, puisque ça c'est vraiment le point essentiel, je vais pouvoir passer à l'action. Et passer à l'action, bah, effectivement, c'est faire apparaître ses besoins, c'est exprimer ses ressentis. Alors, c'est adapté ou c'est pas adapté, ça dépend vraiment des situations, parce que là encore, il y a une forme d'équilibre à trouver pour effectivement choisir la bonne stratégie euh, pour faire cesser arrêter d'alimenter le jeu, être conscient et ne plus finalement se laisser entraîner dans une danse qu'on n'a pas envie de Et danser, quoi. qu'est-ce qu'on fait quand on a peur de son chef, qui a un sale caractère? Imaginons quelqu'un qui a un caractère très fort, très dur, voilà, et des personnes en face qui sont fragiles, qui sont émotives et qui ont peur du chef. Et qui Bah, donc vont même pas imaginer qu'elle pourrait lui dire, bon maintenant ça y est, je suis centrée, aligné. je suis alignée, et je vais lui dire qu'il me casse les pieds et qu'il garde son sale caractère pour lui. C'est pas si simple, hein. C'est pas simple. Et puis, et puis les outils qu'on peut éventuellement avoir, utiliser, hein, parce que par exemple, on pourrait utiliser l'assertivité ou dire effectivement à son patron, bon, je suis votre collaboratrice, mais effectivement, tous les matins, depuis que je suis rentrée dans l'entreprise, vous me demandez d'aller faire votre café, pardon, avec 3 sucres voilà, ça m'humilie, enfin, je me sens pas à l'aise avec ça parce que voilà, je suis pas un garçon de café ou je suis pas chargé de ça. Je peux voilà, donc dire les choses, mais vous voyez, c'est un outil qu'on va appliquer, mais c'est effectivement pas simple parce que si vous avez peur, c'est pas juste en utilisant cet outil. Alors effectivement, c'est une forme d'action, mais c'est pas juste en utilisant ça que ça va changer votre peur. En fait, vous manipulez vous-même, hein, parce que ça, on n'a pas parlé d'automanipulation, parce que ça, c'est une grande préoccupation aussi, mais on se manipule soi-même en imaginant que les outils de développement personnel, les choses qu'on va appliquer, les petites recettes du magazine, que ça va changer radicalement les choses. Je crois qu'on endort les gens un peu avec ce discours de ah ben j'ai fait ça, tac, ça a marché. Ouais, la baguette magique en fait dans les relations. Vous disiez elles sont compliquées. Évidemment, c'est compliqué si ça fait écho à une histoire personnelle. Donc il faut absolument revenir à ça, reprendre conscience des choses. Et tout ça, ça nécessite du temps, ça nécessite de l'observation. Il faut créer finalement des nouveaux circuits, établir des nouveaux circuits au niveau neuronal pour désactiver les anciens circuits, les anciens automatismes, créer de nouvelles attitudes, nouvelles habitudes, nouvelles façons de faire, nouveaux comportements. On sait que tout ça, ça va doucement. On sait qu'il faut répéter sans arrêt, répéter, refaire, se satisfaire des petites avancées. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, très souvent, les gens veulent que ça aille vite. Hein. On veut du changement clé en main parce qu'on a lu un livre, parce qu'on a fait un stage, et du coup, ça n'arrive jamais comme ça. Et je dirais que finalement, dans les questions de manipulation perverse, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si on ne va pas faire tout ce travail de désactivation, comprendre déjà, observer, comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, qu'est-ce qu'on a dans notre histoire, dans nos figures d'attachement parental, parce que bon, très souvent, ça remonte à cette période-là. Est-ce qu'on a été un enfant choyé, aimé, mais pas trop, à qui on a laissé un peu la capacité de s'autonomiser, de devenir, d'explorer le monde? Ou est-ce qu'on a été un enfant surprotégé? Est-ce qu'on a été un enfant parfois surprotégé, parfois abandonné? Ou est-ce qu'on a été complètement abandonné? Tout ça, on sait que ça crée finalement des connexions dans le cerveau qui après impriment toute la vie future. Donc, il faut bien revenir à tout ça. Je pense effectivement que il faut arrêter les grandes promesses sur le changement. Je pense qu'il faut laisser du temps, il faut que les choses s'installent petit à petit, et il faut que les gens arrivent à, à lâcher leurs habitudes, hein, et à en instaurer de nouvelles. Et tout ça, bah, n'imaginons pas que c'est à la suite d'une lecture ou alors ça peut être un déclencheur, ça peut apporter une solution, mais très souvent, ça en reste là. C'est-à-dire, je lis un livre ou je fais un stage et puis très souvent, je crois que ça y est. Je crois que et c'est pour ça que tellement de changements échouent. S'il y a cette prise de conscience, même si sur 100 personnes, il n'y en a que 2 qui vont se développer, est-ce que c'est pas mieux de voir 2 personnes se développer et aller vers le changement que pas de personnes du tout? Oui, vous avez raison, mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs formes de développement personnel.
il y a du développement personnel sérieux et puis il y a autour de ce concept tout un tas de commerçants finalement qui veulent nous vendre du changement, du développement. Après, je pense que le risque du développement personnel, c'est d'oublier le développement relationnel, puisque c'est peut-être finalement, on a tendance à placer ça comme l'étape qui vient. On a tendance à mettre de la linéarité. Mais moi, j'ai la conviction qu'on peut aussi se développer personnellement parce qu'on chemine avec les autres et parce que d'autres vont vous aider à avancer personnellement sous la figure du mentor ou du gourou, hein, pas le gourou au sens strict, hein, de la personne qui accompagne en fait, finalement, qui aide à avancer sur le chemin. Et je pense que on crée une nécessité de développement personnel pour pouvoir aller vers le développement relationnel. On dit finalement aux gens, il faut que vous vous aimiez pour pouvoir aimer les autres. Et est-ce que parfois, c'est une question que je me pose souvent, est-ce que aimer les autres, ça ne peut pas finalement aussi m'aider à m'aimer moi? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut forcément instaurer de la linéarité? Est-ce que le développement personnel, même sincère, le développement personnel profond, pas celui des magazines ou celui qui nous fait tout un tas de promesses, ou celui qui pourrait même être dangereux, hein, Mais aimer que- l'autre avant de s'aimer soi-même, est-ce que ça ne peut pas mener justement à une forme de manipulation enfin, en tout cas, pas une forme de manipulation, mais ouvrir la porte euh, au manipulateur. ça dépend de la personne que vous avez en face, encore une fois. Ça dépend de celui à qui vous donnez votre amour. Et je pense que si vous voulez, il n'y a pas. Enfin, personnellement, moi, je ne mettrais pas de linéarité. Je ne poncturerais pas en fait l'évolution d'une personne en disant il faut commencer par ça pour avoir ça. Il faut s'aimer soi pour aimer les autres. Je sais que beaucoup d'auteurs le font. Moi, je pense, dans mon esprit, c'est plutôt quelque chose qui avance de concert. C'est plutôt des choses qui sont mélangées. On ne peut pas dire je me court-circuite pendant 10 ans des autres parce que j'ai besoin de revenir à moi. Encore que c'est toujours possible, mais c'est difficile à moins d'aller habiter dans une caverne ou au fin fond de la Sibérie ou je ne sais pas trop. C'est difficile de se couper, de se Non, court-circuiter complètement des autres. je vous rejoins, mais il est important peut-être de s'aimer soi et de se respecter soi pour pouvoir arriver à ce que vous disiez tout à l'heure, à s'observer, à observer ses faiblesses, ses fragilités, à les accepter et à savoir dire non. Oui, Parce que là, si je dis oui, je ne me respecte plus. oui, je suis d'accord avec vous, mais je vais vous taquiner parce que en même temps, j'ai besoin de m'observer dans la relation. Si je m'observe tout seul dans ma grotte ou dans mon lit ou sur ma Ah, c'est plus chaise ou sur mon facile. fauteuil, j'ai besoin d'être dans la relation. Donc l'autre, la présence de l'autre est là et c'est cette présence qui va finalement m'éclairer sur moi-même. Donc en fait, je pense que c'est très spéculaire tout ça. Vous Ouais. savez, l'image dans le miroir, je pense qu'effectivement, je reviens à moi aussi parce que l'autre me ramène à moi. Et aussi parce que dans mes relations, il se passe quelque chose qui me ramène à moi, quelque chose qui fait écho à moi, quelque chose qui fait écho à mon histoire, Mm. à mon vécu, à ce que j'ai engrangé dans ma mémoire, aux habitudes que j'ai, à mes automatismes. Donc c'est parce que je suis en relation, parce que je suis en communication, que finalement je vais pouvoir revenir à moi et au développement personnel. Et je trouve que le développement personnel, qui est tout à fait, regardons ça avec les yeux de l'historien finalement. Pourquoi le développement personnel dans une société hyper individualiste, pourquoi est-ce que ça connaît un tel succès? Je pense que si on Ça regarde les tombe bien, choses… c'est une question que je voulais vous poser. Alors, Voilà, écoutez, je je vous pense que, remercie de l'avoir fait. je vous en prie, je pense que c'est pas anodin comme la psychanalyse qui arrive au moment où elle arrive, c'est pas anodin. Je pense que tout ce qui se passe, c'est aussi des phénomènes historiques. Je pense que le développement personnel et l'hyper-individualisme sont complètement liés et qu'on parle de choses très superficielles, de choses très rapides. Vous voyez, c'est vous avez un problème, j'ai la solution, hop, demain c'est terminé. Alors évidemment, on trouve ça dans les thérapies cognitives, les thérapies brèves. Ça fonctionne, mais parce que ça va appuyer à un endroit où ça remet en place des choses comme ça. Mais je pense qu'après, euh, il est nécessaire de comprendre comment tout ça arrive. Oui. Et le développement personnel, finalement, sans le développement relationnel, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Ouais, moi, je pense vraiment que toute manipulation a un sens et une fonction, ce que j'explique dans le livre, et que regardons ce qu'elle veut dire. Euh,
regardons ce qu'elle veut dire, et en même temps, dès qu'on décèle la manipulation, on est déjà dans un début de solution. C'est comme la fièvre, hein, finalement. La manipulation, c'est comme la fièvre. Quand vous avez la fièvre, ce que j'explique à un moment, c'est déjà, ça vous indique que vous avez quelque chose qui est en train de vous perturber au niveau corporel, que vous êtes attaqué par un virus, une bactérie. Donc, ça dit quelque chose, ça a un sens. Et puis, la fonction de la fièvre aussi, c'est de vous permettre d'éliminer, par l'élévation de la température, votre microbe. Donc, du coup, la manipulation, c'est un peu pareil. Elle a un sens, essayer de prendre le pouvoir sur vous, de vous faire agir dans une certaine direction. Et puis, une fonction, à partir du moment où vous l'avez démasqué, vous avez compris le truc, bah, ça y est, vous pouvez agir. Mm. À partir du moment où on a compris le truc, on peut agir. Et d'ailleurs, vous le dites dans votre bouquin, prendre conscience des enjeux relationnels à l'œuvre dans la manipulation et surpasser la peur du face-à-face sont deux attitudes qui permettent de faire tomber les masques et de mettre fin au stratagème. Le conflit est une chance. Mhm. Donc en fait, le conflit, c'est ce qui montre qu'il y a un problème. Oui, oui, parce que très souvent, le conflit, on voit ça vraiment comme la manipulation. D'ailleurs, on veut à tout prix éviter le conflit. Et le conflit, euh, il peut être inutile, destructeur, et il peut aussi être salutaire. C'est-à-dire que quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, là aussi, ça a un sens et une fonction, et ça vous appelle à faire évoluer les choses. Le conflit et la confrontation, c'est pas de la violence, hein. Très souvent, on fait l'association entre conflit et violence. Dans mon Mm. esprit, le conflit, il y a quelque chose qui fonctionne plus. C'est un indice, un signe. Voilà. Et qu'est-ce que j'en fais de ça? Si je veux régler matériellement les choses, ou si je veux dire c'est pas bien ce que tu as fait, donc si je me ramène à la loi, à la règle, à la morale, à des choses comme ça, au jugement, aux valeurs, j'aurais pas raison, hein, parce que pour régler un conflit, il faut que je revienne encore une fois à la partie émotionnelle, à la partie ressentie, et puis qu'après je m'intéresse éventuellement à, pour faire des demandes, pour voir là où on ne s'est pas compris, pour voir les décalages entre nos valeurs, entre nos besoins, pour comprendre les besoins, parce qu'il y a plein Donc le conflit, je dirais même, c'est un moyen de sortir de la manipulation, finalement. C'est un outil, un outil de qualité. Et la première démarche, à mon avis, c'est effectivement d'analyser ce qui se passe, de lire la réalité sans a priori, sans jugement, en faisant abstraction de ses valeurs, mais juste en regardant ce qui se passe et en comprenant ce qui est en train de se mettre en place. Finalement, on ne peut pas faire changer les autres, mais parce que soit on va adopter ce genre de démarche, ce genre de processus, c'est comme ça qu'on amène les autres finalement à changer, parce que croire qu'on va changer un compagnon pervers narcissique, ou qu'on va entre guillemets, parce que bon, c'est une étiquette, mais croire qu'on va faire changer les autres, c'est parce qu'on va changer soi, c'est-à-dire que comme on va changer soi, son bout de la ficelle, dirait Jacques Salomé sur moi, enfin, comment on va changer soit ici son côté de la relation, c'est ça qui va faire changer la relation dans son ensemble, et donc l'autre va s'adapter, répondre différemment. Oui. Si je ne nourris plus le même flux, le même flow, le même courant, et si je change, forcément, j'appelle un changement de l'autre. Donc, double lunette, parce que je suis attentif à ce qui se passe chez moi, je suis attentif aussi à ce qui se passe chez l'autre. Mm. Et un des risques, effectivement, dans cette démarche, c'est de se centrer que sur sa paire de lunettes à soi. Et on est dans le développement personnel. C'est-à-dire, je regarde mes ressentis, je regarde mes besoins non satisfaits, je forme une demande. Disons qu'à l'autre, voilà ce qui s'est passé, j'ai ressenti ça, j'ai besoin que ça se passe comme ça, donc je te demande de plus faire ça. Grosso modo, je simplifie un peu, mais bon. Sauf que il faut que ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on puisse écouter les ressentis, qu'on puisse entendre ce qui se joue, ce qui se passe chez l'autre, comprendre aussi, lui, peut-être ce qui, dans son histoire, fait qu'il agit comme ça. La seule solution, c'est la reconnaissance de l'altérité. C'est-à-dire que l'autre, dans sa singularité, il est là, présent, avec tout ce qui l'équipe, son histoire, ses croyances, ses valeurs, ses besoins. Et j'ai la même chose. Et tout ça, ça peut collaborer, ça peut coopérer, parce que voilà, on apprend beaucoup la compétition, on l'a vu à l'école et ailleurs, Mm. hein, dans l'entreprise aussi, puisque finalement, il faut se battre pour avoir la place, pour grimper les échelons, etc. Et plus tellement la coopération. Donc, je pense qu'il faut revenir à cette idée de coopération, de contribution, hein, parce que j'aime bien le mot contribution aussi, ça dit bien ce que ça veut dire.
Et pour ça, il faut revenir à la reconnaissance de l'altérité. Parce que finalement, c'est encore une fois la relation qui prime sur tout, sur le reste, sur les informations, sur tout le reste. Et c'est ça qu'il faut privilégier. C'est la relation qui prime sur tout, sur le reste, c'est ce qu'il faut privilégier. Ben, écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Christophe, pour votre Merci à temps vous. d'explication. Merci beaucoup. Merci, Christophe.